Bonsoir et bienvenue au Ciné-conférence. Dans le cadre de la Semaine nationale du don d'organes et de tissus 2021, le réseau des diplômés et des donateurs de l'Université de Montréal est fier d'avoir conçu pour vous cette soirée. Ce soir, j'aurai le plaisir d'animer aux côtés de ma collègue Lindsay Dora-Germain. Bonsoir Lindsay. Bonsoir Jérémy, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. Lindsay, dans la seconde partie de la soirée, tu animeras la période de questions. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus, s'il te plaît? Oui, bien sûr, Jérémy. Donc, chers participants et participantes, tout au long de la soirée, n'hésitez pas à nous soumettre vos questions pour nos trois invités en précisant à qui elle s'adresse, très important, que ce soit lors de la diffusion du film ou lors de la présentation qui suivra. Merci d'utiliser le module questions-réponses situé en bas de votre écran, identifié Q et R. Nous tenterons de répondre à un maximum de questions lors de la seconde partie de la soirée. À tout de suite. Merci Lindsay. Selon les données les plus récentes du gouvernement du Canada, plus de 4300 personnes sont en attente d'une transplantation d'organes qui pourrait considérablement améliorer leur vie, voire la sauver. Le don d'organes n'a pas seulement un effet positif sur la vie du receveur, il peut avoir aussi un sens pour le donneur et ses proches. Selon Transplant Québec, les familles ayant consenti au don d'organes d'un proche décédé obtiennent réconfort et consolation à l'idée de que leur perte a servi un but digne. Toutefois, ce geste peut paraître difficile à envisager longtemps d'avance et parfois faire peur. La décision de faire un don d'organes demande une grande réflexion. Parlons-nous suffisamment du don d'organes et de tissus? Comment bien se préparer à cette éventualité? Quelles sont les différentes étapes ou modalités pour devenir donneur? Pour débuter, vous assisterez à une courte introduction sur le don d'organes et de tissus, suivi du film Réparer des vivants de la réalisatrice Catel Kelly-Verret avec Anne Dorval et Emmanuel Seigné. Après la projection du film, le docteur Pierre Marsollet et ses deux invités, Caroline Riopel et Daniel Gauthier, nous partageront leur expérience respective et tenteront de répondre à vos questions. Sans plus attendre, je suis heureux de vous présenter nos invités de ce soir. Bonsoir à tous les trois et merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir Jérémy. Commençons par vous, docteur Marsollet. Docteur Marsollet, vous êtes diplômé du département de médecine de spécialité et professeur agrégé de la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Vous êtes engagé dans la cause du don d'organes et de tissus depuis plus de 25 ans. Au cours de votre carrière, vous avez obtenu plusieurs prix honorifiques pour vos réalisations en don d'organes, mais aussi plusieurs prix pour la qualité de votre enseignement par les étudiants de la faculté de médecine. En 2014, vous avez remporté le prix Leadership pour un médecin de l'Association québécoise des établissements de santé et des services sociaux et le prix de carrière Percillier-Lachapelle. En 2017, le prix humaniste du Collège des médecins du Québec. Vous êtes aussi co-auteur de plusieurs protocoles, dont ceux de la récupération de la fonction des poumons et du cœur pour la transplantation et des dons auprès des personnes décédées, des décès cardiovasculaires au Québec, excusez-moi. Enfin, vous avez créé le Centre régional de prélèvement d'organes et de tissus et fondé la mission du docteur Marsollet en soutien aux familles de donneurs d'organes et de tissus. À vos côtés, Madame Caroline Riopel. Madame Riopel, vous êtes diplômée de la faculté de médecine des sciences infirmières, excusez-moi. Vous vous êtes impliquée comme co-gestionnaire dans la cause des dons d'organes avec le docteur Pierre Marsollet depuis plus de 5 ans. Vous êtes coordonnatrice des soins critiques et du CPO au CIUS du nord de l'île de Montréal depuis plus de 20 ans. Vous êtes aussi présidente du regroupement des infirmières et des infirmiers en soins intensifs du Québec, ainsi que membre du groupe d'experts en soins intensifs du Québec et du comité ministériel des soins critiques de la COVID-19. Et maintenant, la dernière personne, Madame Danielle Gauthier. Madame Gauthier, vous êtes diplômée des HEC Montréal. Vous êtes une femme d'affaires accomplie.
Vous êtes également mère de 3 enfants. Vous avez commencé votre implication dans la cause du don d'organes avec le docteur Pierre Marsollet suite au décès de votre plus jeune fille, Alexandra, survenu le 15 février 2018. C'est à ce moment-ci que vous avez été sensibilisé au don d'organes et de tissus. Vous êtes maintenant responsable du comité famille de la mission du docteur Marsollet. Merci à tous les 3 d'être parmi nous et nous aurons le plaisir de vous entendre après la projection du film. Sans plus attendre, je cède la parole à notre premier conférencier de ce soir, le docteur Pierre Marsollet. Oui, bonsoir. Merci, Jérémy. Je remercie l'organisation de nous donner cette tribune, cette magnifique tribune qui nous permet de rejoindre les gens, surtout en cette semaine qui est très, très importante, là, qui est la semaine du mois d'avril, qui est à tous les ans la semaine pour faire de la sensibilisation, promotion, éducation sur la cause, cette cause qui est si importante. Mais je souhaitais vous expliquer pourquoi, en tant que médecin de soins intensifs, moi, je ne suis pas personnellement impliqué. Il n'y a aucun membre de ma famille qui a eu besoin ou qui a donné des organes ou qui a eu besoin d'une transplantation d'organes. Dans le fond, la question qu'on se pose, c'est pourquoi suis-je si incarné? Cette cause me touche beaucoup. C'est que le médecin des soins intensifs, lorsqu'il il a malheureusement la douloureuse tâche d'annoncer trop souvent des décès. Et pour un médecin, c'est perçu comme un échec de ne pas avoir réussi à sauver son patient. Et aussi, j'ai rapidement, très très tôt même, alors que j'étais étudiant en médecine, compris à quel point, lorsqu'une famille se voit offrir l'option du don d'organes, c'est extrêmement salutaire. Pour la plupart des gens, c'est comme une source de soulagement. Et j'ai compris que si je voulais survivre à ma carrière d'annoncer des mauvaises nouvelles, il fallait absolument que j'arrive à trouver une façon de rendre la nouvelle moins douloureuse pour les familles. Et j'ai compris à quel point ça, c'était extrêmement... D'ailleurs, ce que je dis souvent, c'est que je pratique pas... Je fais pas la promotion du don d'organes ou la sensibilisation au don d'organes pour les receveurs, je l'ai fait pour les familles de donneurs. Si je suis si impliqué, c'est parce qu'il y a aussi un bienfait que le don d'organes apporte aux familles de donneurs. Ça fait du bien même pour les familles de donneurs. Donc ça explique, dans le fond, cette implication-là. Il faut comprendre qu'en don cadavérique, depuis le début de l'histoire de la transplantation, on a toujours et partout dans le monde respecté la règle du donneur décédé. La transplantation d'organes a commencé avant qu'on comprenne ou qu'on établisse le concept du décès neurologique. Vous savez, le décès neurologique, c'est connu depuis plus de 2 siècles. C'est un Français, Xavier Bichat, qui, à la fin du 18e siècle, avait établi une séparation entre le cerveau et le corps. Et il avait on avait déjà assumé qu'il y avait une vie qui était cérébrale et une vie qu'on disait végétative. Et puis on acceptait le concept, ou la science avait déjà intégré le concept qu'on pouvait y avoir une mort autrement que simplement l'arrêt cardiaque. Et plus longtemps plus tard, lorsque la transplantation a commencé, on n'avait toujours pas défini les critères pour établir formellement le décès neurologique. C'est pourquoi le don d'organes avait commencé avant même que le concept de décès neurologique soit accepté, je veux dire sur une base plus formelle, plus officielle. Alors, la seule façon qu'on pouvait procéder au don d'organes, c'est quand les gens mouraient d'une façon conventionnelle. C'est-à-dire, le cœur était arrêté et comme tout le monde, on est mort et les organes étaient prélevés et transplantés. Et cette façon donnait des mauvais résultats parce que les organes avaient déjà commencé à souffrir parce qu'il y a un arrêt cardio-circulatoire et le corps est encore à 37 degrés. Donc, les résultats au début de la greffe, dans les années 60, au début des années 60, la transplantation donnait des mauvais résultats parce qu'on avait des organes qui avaient malheureusement trop souffert avant la greffe, avant le don. Puis, en 68, a été officiellement accepté par les sociétés savantes du monde entier, le concept de mort cérébrale. À partir de ce moment-là, les gens, en fait, on reconnaissait qu'il y avait officiellement un décès, même si le cœur battait toujours. Et ces gens-là ne respirent pas, ça fait partie des critères nécessaires. Les personnes en mort cérébrale ne respirent pas. Vous allez voir pendant le film, le jeune homme, il est sur un respirateur. Ça explique pourquoi on voit des mouvements thoraciques, mais sans le respirateur, il n'y a aucun mouvement thoracique.
diagnostic, ça fait partie des critères. Et à ce moment-là, dès 68, il y a eu une amélioration fulgurante de la qualité des organes transplantés et des résultats parce que ces organes-là n'ont pas souffert d'un arrêt circulatoire. Alors, on peut tout préparer, vous allez voir dans le film, on peut planifier, préparer les receveurs, tout organiser sans que les organes soient en train de souffrir et soient en train de se détériorer. Et toujours, donc, que ce soit par l'arrêt cardio-circulatoire ou par la mort cérébrale, on a toujours respecté la règle du donneur décédé et on ne prenait pas les organes de patients, même il y a 40 ans, on ne prenait pas les organes qui n'étaient pas décédés. Ici, vous allez, simplement pour vous donner des outils pour voir, pendant le film, vous allez voir un scan. Ils vont nous présenter le scan cérébral du jeune homme et en voyant l'image que vous voyez ici, je vous présente un scan normal, une image de scan normal. Pour les gens qui ne sont pas familiers, tout le cercle blanc autour, c'est la boîte crânienne. Et vous voyez, on voit du gris, des tons de gris, on voit des zones noires. Les zones noires, ce sont les ventricules. C'est du liquide clair comme de l'eau qui sont dans ces ventricules et dans les sillons. On voit des sillons à la surface du cerveau. Et vous allez voir maintenant la différence. Je vous présente à gauche le même scan, la même tomographie d'un patient normal. Et à droite, vous voyez la différence. Tous les petits sillons, les invaginations noires ont disparu parce que le cerveau est très, très édémacié, il est très enflé. Et la zone blanche en bas à droite, c'est une zone d'hématome. Ce que vous voyez très blanc, c'est du sang. Et cet hématome-là a la particularité d'être à la surface du cerveau en dehors des méninges, c'est-à-dire en épidural. C'est un saignement qui est très grave, c'est artériel. Vous savez, cette image-là, elle est catastrophique. Et dans le film, vous allez voir la réaction du médecin. On fait exprès de nous montrer la réaction du médecin. On va nous montrer un scan avec un gros hématome. Vous allez voir une grosse zone blanche. Puis la radiologiste va mentionner et il y a inondation ventriculaire où le sang est allé dans les ventricules. Ça veut dire qu'il y a énormément de sang, beaucoup de pression et cette déviation. Vous voyez, là, ici, on voit le cerveau qui est tassé vers le côté gauche, ça veut dire qu'il y a beaucoup de pression est en train de comprimer et en train d'écraser le cerveau. Ici, cette image-là est beaucoup moins impressionnante, mais les dommages sont tout aussi graves. La présence de sang, c'est pas la présence de sang qui était le problème tantôt, c'était le fait que ce sang-là occupe un volume qui doit compétitionner, le cerveau doit compétitionner pour une limitation de volume dans le cerveau et il est malheureusement écrasé. Ici, il n'y a pas beaucoup de sang, on en voit à peine un peu. Par contre, vous voyez, les sillons ont complètement disparu. Vous ne voyez plus les tons de gris et le noir parce que il y a tellement d'enflure que le cerveau s'est comme homogénéisé. Les sillons n'apparaissent plus et dans le fond, c'est devenu un homogénat. C'est devenu un cerveau liquéfié. Et quand j'explique aux gens, parce que vous allez voir, le jeune homme va sembler dormir. Il semble y avoir aucun dommage en surface. Et c'est souvent le cas. Et c'est la raison pour laquelle la mort cérébrale, c'est difficile à concevoir, à intégrer pour les familles, parce qu'il semble dormir. Il semble très bien. Parce qu'en surface, ça peut ne pas paraître. Mis à part parfois des blessures. Mais à l'intérieur, ce qu'on verrait si on ouvrait la boîte crânienne, parce que les gens se demandent c'est un coma, il pourrait se réveiller, est-ce qu'il est en train de dormir? Si on ouvrait la boîte crânienne d'une personne qui est en mort cérébrale, c'est pas un cerveau dormant, comme vous voyez à gauche qui est là. C'est un cerveau qui est liquéfié. Ce sont des cellules qui sont désintégrées. Et c'est là toute la différence. C'est que sur le scan, on voit que c'est pas du tout la même chose et c'est même pas du tout un coma. Ça n'a rien à voir avec un coma. C'est un cerveau qui est détruit. Cette image-là, elle semble aussi moins pire que la première où on voyait beaucoup de sang. Mais vous voyez les petites taches blanches au centre et un petit peu à gauche. Ça, c'est un indicateur où il y a eu des déchirures dans le tissu cérébral. C'est-à-dire que les neurones, les axones, les voies de transmission nerveuse ont été déchirées. Et même si c'est des petites zones de sang qui prennent pas tant de volume que ça nous signifie que le dommage a été très grave parce qu'il y a des zones du cerveau qui ont été déchirées. Ici, ce qui est le plus frappant, c'est encore la disparition des sillons. On voit qu'il n'y a pas de sillons en surface, comme l'image de gauche. Alors, ça nous impie. On voit les ventricules sont aplatis. Les fentes sont devenues virtuelles. Donc, ce sont tous des indicateurs qu'il y a une augmentation de pression très importante dans la boîte crânienne et ça nous explique pourquoi le patient a cet état neurologique. Vous savez, c'est jamais le scan. C'est jamais en voyant le scan que le médecin va conclure à la mort cérébrale. C'est pas le scan qui nous dit le patient est en mort cérébrale. Le scan nous démontre l'ampleur des dommages, mais c'est souvent comme une photo. Vous savez, si je montre une photo d'une voiture,
ça vous dit pas si elle fonctionne. La seule façon de savoir si la voiture fonctionne, c'est de l'essayer, c'est de la faire fonctionner. Et c'est ça qui vous dit, elle démarre ou elle démarre pas. La photo nous le dira pas. Le scan, c'est pareil. Le scan, il nous montre qu'un cerveau est très endommagé, mais ça nous dit pas s'il fonctionne. Alors, pour conclure à la mort cérébrale, le médecin n'a pas le choix. Il faut qu'il vérifie. Puis en 68, par exemple, à Harvard, ce qu'on avait déterminé, c'est qu'une personne en mort cérébrale a aucune activité électrique cérébrale. D'ailleurs, vous allez voir dans le film, on va parler d'électroencéphalogramme. Ils ont fait un premier et un deuxième électroencéphalogramme qui a confirmé qu'il y avait absence d'activité électrique. Aucun examen, aucune réactivité à l'examen neurologique. Donc, si on stimule le patient, les pupilles avec la lumière, comme on peut voir, ou les cornéens, ou les réflexes de réaction à la douleur, une personne en mort cérébrale ne réagit pas. Ce qui est différent d'un coma. Parce que les personnes, même en coma, vont réagir. Les pupilles vont réagir pareil. Absence de réponse à la douleur, absence de réflexe crânien. C'est comme je viens de vous expliquer, par exemple, le réflexe pupillaire, la réaction à la lumière ou les yeux qui bougent quand on bouge la tête. C'est impossible à mimer. Même une personne dans le coma va avoir toujours ces réflexes-là présents, mais une personne en mort cérébrale ne présentera pas ces réflexes-là. Donc, c'est pas empirique. Le diagnostic clinique de mort cérébrale, c'est extrêmement rigoureux. Il y a des critères très, très, très stricts à respecter pour soulager ce doute que les gens peuvent avoir, savoir est-ce que le médecin peut se tromper. Les médecins, on peut se tromper sur plein de choses, mais quand vient le moment de faire un diagnostic clair et confirmé par deux médecins, il y a des critères à remplir, que c'est très, très rigoureux. Et les erreurs il n'y a pas d'erreur parce que c'est trop rigoureux à ce moment-là. Et absence de respiration spontanée. Vous comprenez que le dernier test qu'on va faire chez une personne quand on fait l'examen cérébral, c'est de vérifier, en fait, on le débranche du respirateur, on continue à monitoriser, voir est-ce qu'il a encore une bonne saturation, il y a toujours de l'oxygène dans son sang, et on laisse augmenter le CO2 dans son sang jusqu'à un certain point et jusqu'à un niveau, et on constate que malgré ce niveau augmenté de CO2, la personne ne respire pas, ne respirera jamais. S'il respire, c'est qu'il n'est pas mort. Si, par exemple, je suis dans l'impossibilité de faire l'examen clinique, si, par exemple, à cause d'un traumatisme, il y a un réflexe que je peux pas vérifier parce que l'œil est endommagé ou l'oreille est endommagée, on peut confirmer notre diagnostic par ce qu'on appelle une angiographie. La mort cérébrale, c'est le cerveau, il y a eu tellement de pression d'augmenter dans la boîte crânienne que cette pression-là a dépassé la pression artérielle. Vous savez, ce qui permet la circulation artérielle, c'est un jeu de pression. C'est que le cœur donne un coup de pompe et ça génère une pression, puis le sang va circuler partout. Mais si, imaginez, la pression dans la boîte crânienne est plus élevée que la pression dans les artères, ben il y a une compétition de pression et rien ne peut rentrer dans la boîte crânienne parce qu'il y a trop de pression et tout veut sortir de la boîte crânienne. Puis même, dans le jargon des médecins, on va dire le cerveau veut s'engager. C'est-à-dire qu'il y a tellement de pression dans la boîte crânienne que le cerveau veut sortir par la seule voie de sortie, qui est le trou occipital à la base du crâne. Puis là, le cerveau veut s'engager, donc il va se coincer là où il y a l'entrée des artères. Donc, si je dois confirmer cette absence de circulation, vous voyez ici par l'angiographie cérébrale, c'est qu'on injecte un colorant qui permet de rendre les artères du cerveau radio-opaques, c'est-à-dire qu'au rayon X, là, vous voyez très bien à gauche qu'il y a on voit toutes les artères à gauche qui sont absentes à droite. À droite, il y a une injection. Vous voyez, à la base du crâne, il y a la carotide. On voit la carotide interne. C'est très noir, donc on voit qu'il y a du sang là. Puis après ça, il n'y a plus rien qui rentre dans la boîte crânienne. Il n'y a pourtant pas de bouchon, là. Il n'y a rien qui empêche le sang de rentrer dans la boîte crânienne, mais c'est la pression intracrânienne qui est trop élevée, donc qui ne permet pas au sang, à la pression artérielle, d'accéder à l'intérieur de la boîte crânienne. Donc ça nous démontre qu'effectivement, il n'y a pas de circulation artérielle. Et vous savez, des cellules cérébrales, quand il n'y a pas de circulation artérielle, quand il n'y a pas d'alimentation par du sang, de l'oxygène, du glucose, ben ça prend quelques minutes et les cellules meurent. Je vais vous montrer une autre image qui nous permet de documenter l'absence de circulation cérébrale. C'est en médecine nucléaire. C'est que là, le test est différent, mais c'est pour documenter la même chose. C'est-à-dire qu'on injecte un produit dans le sang qui va aller se distribuer partout dans le corps où il y a du métabolisme, où le glucose est utilisé et les cellules sont en vie. Vous voyez les images d'en haut, c'est normal. Un cerveau, c'est très bien perfusé. Donc, vous voyez, le noir, c'est l'émission de la radioactivité. Donc, vous voyez, le cerveau est beaucoup plus noir que le reste de la figure, le reste de la face, parce qu'un cerveau, ça consomme beaucoup d'oxygène, beaucoup de glucose. Alors, vous voyez que on voit beaucoup de radioactivité. Et en bas, contrairement à ce qu'on peut voir, ben en fait, le cerveau est beaucoup plus... En fait, il n'y a presque pas de noir et la figure est très, très noire. C'est qu'on peut prendre plus de temps pour faire les acquisitions des images en bas, au point où
juste pour être sûr et pour confirmer, on prend beaucoup de temps et tout ce temps-là nous permet de voir l'accumulation de toutes les minutes et les heures d'activité métabolique de la face, alors qu'au cerveau, il n'y a rien. Donc, encore là, ça nous confirme qu'il n'y a pas de flot sanguin cérébral. Maintenant, pour informer les gens souvent les gens vont se demander qu'est-ce qui peut être greffé si on parle des organes, parce on peut séparer les organes qui ne peuvent être transplantés que dans un contexte où, par exemple, une personne est en mort cérébrale ou dans un contexte où une personne a eu un arrêt cardio-circulatoire, mais je vous expliquerai un peu plus tard, mais c'est planifié. Je vous expliquerai pourquoi. Donc, les organes qui ne peuvent pas survivre à une perte, un arrêt circulatoire, c'est les organes, on appelle ça la transplantation des organes, c'est le cœur, les poumons, le foie, les reins, pancréas et intestin. Les reins, c'est 2 reins. Les poumons, c'est 2 poumons. Alors, ultimement, il y a en général 2 receveurs de reins par donneur parce qu'il y a un rein à chaque receveur. Et en général, les poumons sont greffés en double au même receveur, mais il arrive parfois que c'est un poumon à un receveur et un poumon à un autre receveur. Donc, ça fait beaucoup de receveurs pour simplement un organe pour un seul donneur. Et les tissus, c'est encore beaucoup plus important parce que vous savez, la peau, ça peut être distribué à plusieurs personnes qui sont receveurs. Les os, même chose. Ligaments, artères, valves cardiaques, cornée. Juste le globe oculaire peut fournir plus de 50 morceaux de sclère pour faire des réparations pour des traumatismes à des yeux. Donc, les dons de tissus, un seul donneur de tissu peut donner des tissus à plus d'une 50aine de personnes. Aussi, une question qui est très importante aussi de répondre, c'est est-ce qu'il y a une limite d'âge? Parce que souvent, les gens me disent, je souhaiterais faire le don d'organes, mais je suis rendu bien trop vieille, mes organes sont plus bons. Ce que je dis souvent aux gens, c'est que si vous souhaitez faire le don d'organes, dites oui, signez votre carte, puis mentionnez-le que vous voulez le faire. Et nous, on s'occupera de vérifier est-ce que vos organes sont encore bons ou pas pour la transplantation. Ne vous privez pas de donner vos organes si vous souhaitez le faire. On va s'occuper de cette question-là. Juste pour vous informer, vous savez que le plus vieux donneur d'organes au Québec, il avait 92 ans parce qu'un foie, ça peut vivre 150 ans, 200, on ne sait pas, parce qu'un foie, ça se régénère. Un foie en santé, il n'y a pas de limite. Et vous savez, ça peut être une jeune personne qui a besoin d'un foie urgent qui pourrait mourir dans les heures qui suivent si le foie ne se présente pas. Alors, si vous souhaitez donner vos organes, puis vous avez 90 ans, puis que c'est un foie qu'on avait besoin, votre foie peut sauver la vie d'une personne qui en avait besoin et c'était urgent. Aussi, les gens me disaient, si je suis diabétique ou si je fais de la haute pression, je ne peux pas donner mes organes. Non, ne vous privez pas de donner vos organes. Si vous êtes diabétique, on va vérifier la fonction de chacun des organes et si vos organes sont bons, ils vont être transplantés. Alors, ne vous privez surtout pas. Ici, j'ai écrit, il n'y a pas de contre-indication absolue, mais ce qui est important de comprendre, c'est, oui, on sait, puis une personne qui a un cancer actif, on ne prendra pas ses organes. Mais justement pour éviter qu'il y ait de la confusion. Et je peux vous dire que pour les tissus, une personne peut avoir un cancer, mais les cornées peuvent quand même être transplantées. Donc, il ne faut pas tomber dans le piège de dire, là, il y a le cancer, c'est une contre-indication, donc je m'abstiens. Même pour une personne qui a un cancer, les cornées peuvent être transplantées, sauf pour des cancers hématologiques, genre par exemple une leucémie. Donc, c'est important de surtout ne pas fermer de porte et laisser toutes les portes ouvertes et on s'occupera de l'investigation. Finalement, en fait, avant de passer à cette vidéo-là, tantôt je vous parlais avant la mort cérébrale, l'établissement de la mort cérébrale en 68, où on procédait à des transplantations, mais ça fonctionnait pas bien. Donc, on attendait que le cœur arrête pour respecter le concept du donneur décédé. Malheureusement, ça donnait des mauvais résultats. Puis quand la mort cérébrale est arrivée, là, on a commencé à faire de la transplantation avec des très, très bons organes. Et à partir de 68, on avait complètement cessé ou pratiquement partout cessé de faire la première façon de faire, c'est-à-dire de prendre les organes d'une personne qui avait le cœur arrêté. Et malgré l'explosion des bons organes en 68, 40 ans plus tard, on se trouve encore à manquer d'organes. Et je peux vous dire que quand une famille décide de débrancher son proche qui est malheureusement très, très détérioré, le cerveau neurolésé très, très grave, puis qu'on sait qu'il va rester neurovégétatif et que la famille décide de le débrancher, on appelle ça des soins de fin de vie, on fait ça régulièrement. Malheureusement, on doit débrancher des gens qui n'auraient pas souhaité rester végétatifs. Donc, comme ils dépendaient d'une machine, on débranche et ils meurent. On ne pouvait pas prendre les organes parce que ils n'étaient pas en mort cérébrale. Et si on les prend après l'arrêt cardio-circulatoire, il n'y a plus personne qui fait ça parce que depuis 68, on a arrêté de le faire.
Alors, il a fallu réactiver un protocole. Il a fallu réapprendre 40 ans plus tard à faire ce qu'on faisait en 65. Et le protocole de don après décès cardio-circulatoire, ce que Jérémy parlait tantôt, le protocole auquel j'avais participé, c'est qu'on a réactivé un protocole au Québec pour réapprendre à faire ce qu'on savait faire en 67, mais on avait oublié depuis. Et je peux vous dire que comme la médecine s'est beaucoup améliorée, comme il y a des pays, exemple le Japon, qui n'acceptaient pas le concept de don cérébral, avaient continué à améliorer les techniques. Aujourd'hui, les techniques pour les dons après décès cardio-circulatoire, c'est-à-dire l'arrêt du cœur, sont excellentes. Et depuis 2007, on a recommencé à faire ça et c'est des très bons donneurs parce qu'on a mieux compris comment faire et comment minimiser cette période de souffrance des cellules et on peut planifier. Donc, comment on fait? C'est-à-dire que si vous me dites, ben, mon père aurait pas souhaité rester sur un respirateur et s'il vous plaît, débranchez-le. Et si vous me dites, mais mon père aurait souhaité donner ses organes, alors on peut planifier. Quand est-ce qu'on va débrancher votre père? On peut déjà tout préparer, on peut déjà tout investiguer, contrairement à un arrêt qui est fortuit puis on n'avait pas planifié. Et quand on arrive à l'étape où on débranche votre père, si tout le monde est d'accord, si votre père est confortable avec ça, on peut le faire. Et tout est déjà planifié, tout le monde est préparé, on débranche, la personne décède et on procède au prélèvement très, très rapidement en protégeant les organes et ça va très bien. Donc ça, on a commencé à faire ça depuis 2007 au Québec et je peux vous dire que ça compte maintenant pour presque 20 à 25% des organes transplantés au Québec. Alors, c'est une composante très, très, très importante. Moi, je vais terminer mon intervention avec un petit bout de vidéo que je vais vous montrer. Ce que vous allez voir dans cette vidéo-là, c'est une vraie situation. C'est une vraie famille. Vous imaginez une équipe de tournage une famille qui a accepté qu'une équipe de tournage soit présente sur un don. Vous allez voir qu'il y a rien d'exagéré dans ce que le film pourra nous montrer. Et au retour de ce petit bout de vidéo-là, c'est Caroline Riappel, l'infirmière qui est infirmière et qui est notre chef aux soins intensifs, co-gestionnaire des soins intensifs et du centre de prélèvement d'organes, qui va vous parler plus en détail là, de cette surprise ou pour les familles ou cette situation qui est inattendue pour des familles auxquelles on n'est pas préparé. Est-ce qu'il y a du son? Sauver des vies, maman. Sauver des vies, maman. Sauver des vies, maman. Il faut que je parte, maman. Souvent, j'utilise l'expression ça permet de rendre le monde un peu meilleur. Madame Denise Bourgeois, une dame de 64 ans, avec comme antécédent seulement hypertension et diabète depuis 1 an. Malheureusement, elle s'est effondrée d'une hémorragie des noyaux gris centraux il y a 3 jours. Retrouvée par son petit-fils qui est très, très proche d'elle. Elle a une fille unique et un petit-fils unique. Je demanderai à tout le monde d'observer, s'il vous plaît, 1 minute de silence.
Merci tout le monde. Bonne chance. Alors, comme vous avez pu voir dans cet extrait qui est quand même assez touchant et bouleversant, je pense qu'on, malgré le son qui est un petit peu décalé, on a pu comprendre les éléments essentiels de cet événement-là qui est très intense pour une famille. On a vu Dr Marcellet, puis on a aussi vu une infirmière ressource qui accompagnait cette famille-là, qui était très près de cette famille-là, qui vivait un moment vraiment bouleversant. Le décès d'une personne chère, il n'y a personne qui le prévoit, puis cette imprévisibilité-là, elle est extrêmement bouleversante. Je suis convaincue dans l'auditoire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se sont préparés ce matin en disant à leurs proches, à leurs conjoints, à leur famille, ne t'inquiète pas ce soir quand l'hôpital va appeler pour te dire que je vais pas bien puis que j'ai eu quelque chose, il m'est arrivé quelque chose. Inquiète-toi pas, c'est ma mère qui va aller chercher les enfants, tout le monde va être correct. Puis les papiers, oublie pas, sont dans notre coffre-fort, dans notre chambre à coucher. Et puis, tu te rappelles, j'ai signé ma carte d'assurance maladie pour le don d'organes. Alors, vas-y, je te donne ma parole, je te donne le mot, tu peux donner mes organes et mes tissus. Sur ce, je te dis, je t'aime. Puis ne t'inquiète pas, tout va bien aller. La mort d'un individu, d'un proche, c'est toujours très bouleversant. Donc, sans plus tarder, je cède la parole au Dr Marcellet et à ses deux invités, Mme Caroline Riopel et Mme Danielle Gauthier. Oui, bonjour, merci Lindsay. On avait décidé, comme un accord, après le film, pour que les gens aient une juste perception de ce qu'est ce que sont les circonstances autour du don d'organes de l'événement, de corriger ou de rétablir certaines choses. C'est pas que je trouve le film très cohérent. Par contre, il y a peut-être pour des fins de scénario, on n'a pas présenté les choses dans le bon ordre. J'ai pas encore mes diapos. Est-ce que je peux avoir l'affichage de ma diapo, s'il vous plaît? Bon, voilà. Je l'ai pas grand écran, mais je sais ce qui est écrit dessus. OK. On va commencer par rétablir un petit peu la réalité. Et puis, j'invite aussi Caroline à participer à ces informations-là qu'on veut vous donner. Moi, je vais faire la première intervention. Ce qui est frappant au début, c'est quand le médecin rencontre pour la première fois la mère et puis probablement à cause du scénario, ça n'a pas été fait de façon... c'était très maladroit. Il s'informe, est-ce que vous êtes seul? Est-ce que quelqu'un va vous accompagner? Elle dit, mon conjoint, le père du jeune homme va venir et puis, par contre, il dort. Puis tout de suite, il est passé en annonçant une très mauvaise nouvelle. Puis au lieu de bien répondre à ces questions, bien écouter, puis ça, c'est très, très important. C'est un professionnel de santé, quand il annonce une nouvelle comme celle-là, il faut absolument qu'il passe du temps à écouter et à au moins être sensible et attentif à la détresse de la personne qui est en face. Puis lui, il est passé directement, vous le verrez plus tard, et j'ai des questions à vous poser. Puis les questions qu'il avait étaient inopportunes à ce moment-là. Lui, il savait que le jeune homme était en mort cérébrale, c'était pas encore confirmé, mais c'était complètement inopportun, et c'est pas comme ça que ça se passe. Je sais pas si c'était volontaire de la part du scénariste pour montrer quelques gaffes que les médecins peuvent faire ou que les professionnels peuvent faire. Peut-être que c'était volontaire. En tout cas, ça en est une gaffe, ça. Je sais pas, Caroline, quelle est ta perception de... Ben oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense que puis il y a du temps aussi, là, effectivement, faut laisser le temps aux familles de pouvoir s'exprimer, de pouvoir faire atterrir un peu cette nouvelle-là. Fait il faut vraiment permettre aux gens de retomber un peu là, sur leurs pieds là, pour pouvoir recevoir cette nouvelle-là. Fait que oui, effectivement, là, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Puis du fait que souvent, vous allez rencontrer les familles, mais vous allez inclure aussi l'infirmière ressource dans cette première rencontre-là, alors que là, on ne l'a pas vu. Puis on voit à travers le film que l'infirmière, finalement, elle a fait comme un faux pas en allant voir Simon, en essayant d'aller faire d'évaluation de signes vitaux, alors qu'il était en mort cérébrale, puis c'était pas le bon moment ni le bon geste à faire. Donc, le travail interdisciplinaire prend toute son importance et la collaboration des infirmières ressources, des infirmières soignantes et de l'équipe traitante est importante pour que, justement, le message soit cohérent et soit respectueux pour les familles.
même l'infirmière, quand elle se fait reprocher ce qu'elle a fait par le médecin. Tout à fait. Ça, c'était un message, je suis certain que là, c'était volontaire. Là. Le message qu'elle lui a passé, c'est « On ne travaille plus comme ça, docteur. Ben, comment on travaille? Ben, on travaille en équipe. » Et c'est vrai. Ce n'est pas, tout à fait. C'est elle qui a raison là-dedans. Le fait qu'il ait présenté le drame aux parents, sans la présence... vous savez, dans le contexte, il y a l'infirmière Duchevet, c'est celle qui s'occupe du jeune homme, c'est-à-dire la dame qu'on a vue, là, l'infirmière qui s'est faite apostropher, entre guillemets. Et puis elle, son rôle, c'est de s'occuper du jeune homme, mais aussi on l'invite à la réunion avec la famille. Cette infirmière-là, comme elle fait partie du personnel soignant, elle est invitée pour la discussion avec la famille au moment où les nouvelles sont annoncées, parce que après ça, pendant plusieurs heures, puis vous savez, ici au Québec, là, un prélèvement d'organes, ça arrive dans 48 à 60 heures, donc il y a beaucoup d'heures devant eux, et ils ont beaucoup de questions. C'est l'infirmière du chevet qui va répondre la plupart du temps à toutes ces questions-là. Puis l'autre élément aussi, c'est que quand il dit vous avez fait une belle connerie parce qu'elle lui parlait, je ne sais pas si vous vous rappelez la vidéo qu'on a passée avant le film, quand je vous dis c'est une situation réelle, l'infirmière a dit, Maxime a dit à la jeune femme, dis-lui tout ce que tu as à lui dire dans le creux de l'oreille. C'est ce qu'elle a dit. On le sait qu'elle est en mort, que la dame ne peut pas nous entendre. Ça fait rien. Ça humanise la situation. Et même si la personne ne peut pas l'entendre, on invite tout de même à s'exprimer. Ça soulage la personne qui le dit et ça humanise pour les autres personnes qui sont autour. Mm-hmm. Fait que ça, c'est très important. À mon avis, quand il dit « vous avez fait une belle connerie », il n'a pas raison. En fait, c'est ce qu'il faut faire. Veux-tu souligner une autre situation ou je vais passer à ma prochaine? Oui, vas-y, continue. OK. En fait, là où je trouve que le film, il est très, très bien fait, c'est comment on décrit l'infirmier ressource qui s'appelle Thomas. Ici, on prend un moment dans le film pour humaniser le personnage. On est ailleurs. On pourrait prétendre que c'est pas pertinent quand il parle de son oiseau, mais ça démontre toute la sensibilité de cette personne-là. Et je peux vous dire que justement, il y a comme une sélection naturelle où les gens qui choisissent de faire ça, ce sont des gens qui sont particulièrement sensibles et empathiques au prochain. Et on nous l'a bien présenté, cette façon de faire. Par contre, là, il y a une erreur, encore là, ça peut être une erreur de scénario, c'est que là, puis j'ai hâte d'entendre l'opinion de Daniel tantôt qui va nous témoigner, c'est que on passe trop rapidement à la proposition du don d'organes. 2 erreurs. Il dit, vous savez, ça sert à rien de regarder sur tes machines. Ça, c'est une opinion. Il ne devrait pas avoir à donner son opinion. Il devrait laisser les parents en arriver à cette conclusion que s'il est mort, ça sert à rien. Mais ça, c'est une erreur du scénariste, je présume. Et l'autre chose, c'est que, puis là, on parle au don d'organes. Normalement, cette proposition de l'offre du don d'organes, c'est à la 2e, voire 3e rencontre, avec beaucoup de minutes. Ça veut dire des 15-20 minutes à chaque fois, des rencontres espacées de quelques heures pour en arriver à ça. Et quand on va vite comme ça, c'est ce qui fait en sorte que même si une famille peut être favorable au don d'organes, ça peut les braquer un petit peu comme on a vu le père arriver. La réaction du père, c'est qu'il ça l'a braqué, puis là, il est devenu réactionnaire, puis là, ça fonctionnait pas. Là. Parce que moi, j'étais... On verra tantôt comment Daniel voit ça, puis je sais pas comment toi, Caroline, t'as perçu la réaction et de l'infirmière ressource et en fait la réaction du père. Mm-hmm. Effectivement, l'infirmière, on voit que ça vient trop les heurter, c'est trop d'informations rapidement. Puis je pense que c'est Thomas qui dit aussi on peut pas laisser ça indéfiniment. Il faut prendre une décision ou quelque chose comme ça. Je pense pas que ça, dans la réalité, ça se passe comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup de respect dans l'approche, il y a beaucoup de liberté, de temps de répondre pour les gens, de prendre un temps, de revenir, de laisser de l'espace pour que les gens puissent réfléchir, qu'ils puissent encore là se laisser un peu imprégner de tout ce qui se passe puis retomber sur leurs pieds pour pouvoir prendre une meilleure décision éclairée. Alors, je pense que ça faisait peut-être partie du scénario, puis bon, ça démontre, je pense que ça reste un film, là, mais dans la réalité, on sait que ça se passe pas du tout de cette façon-là. Je sais pas, Mme Gauthier, de votre côté, qu'est-ce que ça vous a apporté là, par rapport à ça quand vous avez vu cette scène-là? Ça m'a choquée parce que, heureusement pour nous, c'est pas arrivé comme ça. Parce que si on nous avait présenté une proposition de don d'organes dans les minutes qui ont suivi,
l'annonce de la mort cérébrale, ou en tout cas du fait, en bon jargon, qu'il n'y avait plus grand-chose à faire pour notre fille, j'aurais arraché les yeux au médecin. Okay. Donc, on comprend. Ouais. J'aurais très, très mal réagi et c'est sûr qu'il n'y aurait pas eu de don d'organes si quelqu'un avait abordé dans ce sens-là aussi rapidement. Effectivement. Donc, c'est concret. Quand on est en dehors du contexte, vous savez, quand on dit pourquoi vous ne prenez pas quand même les organes si la personne avait signé sa carte puis laissé faire la volonté de la famille parce que c'était la volonté du défunt, c'est quand on pense comme ça, c'est qu'on concrétise pas, on n'est pas dans la situation. La situation, elle est souffrante. Et tant qu'on réalise pas l'ampleur de cette souffrance-là, on réalise pas à quel point même un détail comme ça peut être extrêmement douloureux. Une autre chose que je souhaitais souligner aussi puis ça, c'est même pas une fiction. Vous savez, quand le chirurgien, il dit, préparez-vous, on va clamper, puis lui, il dit, attendez, puis il dit pas le temps. Bon. Je comprends très bien le chirurgien, parce que je sais pas, on voit pas bien dans le film, mais ces chirurgiens-là, ils travaillent énormément. Ils peuvent passer plusieurs heures sans se reposer, et il doit être extrêmement concentré. Il a un énorme poids sur ses épaules. La vie ou la mort de la receveuse dépend de s'il peut faire une erreur. Donc, pour lui, il est très concentré et il faut absolument qu'il reste très, très vigilant et qu'il ait le contrôle de tout. Par contre, là où Thomas a raison quand il dit « attendez », quand il dit « pas le temps », « attendez », je suis désolé, mais la receveuse, si elle survit et si ce cœur est disponible, c'est parce que la famille a accepté de donner. Et on doit respecter ce que la famille a demandé, et c'est si peu. Puis, dans le bout de vidéo qu'on a montré avant le film, vous savez, j'ai demandé aux gens, est-ce qu'on va, s'il vous plaît, observer une minute de silence? Et tous les gens qui sont là ont observé la minute de silence. Et on fait ça. Et l'équivalent ici, vous avez vu à quel point tous les gens qui étaient en salle d'opération attendaient que Thomas ait fini son intervention. Et pour moi, c'est l'équivalent, c'est une marque de respect. Et cette marque de respect-là n'est pas importante seulement pour la famille qui sait que ça a eu lieu, mais aussi pour le personnel qui est autour. Et je peux vous dire que les chirurgiens, parce que dans l'hôpital où ils viennent prélever des organes, comme vous avez entendu, il y en a une équipe qui venait de Lyon, et cette équipe-là, je me rappelle pas de quelle ville ils venaient, mais ça vient de partout. Et donc, des gens qui viennent de partout qui sont là. J'ai déjà compté une fois jusqu'à 21 personnes dans la salle d'opération. Ça fait beaucoup de monde. Et tous ces gens-là sont extrêmement respectueux de la situation. Puis c'est beau à voir. Et ça rassemble les gens autour de la situation. Les infirmières ou les gens qui se demandent, sommes-nous en train de faire la bonne chose? Mais quand on voit cet événement-là se produire, ça nous rassure. On dit, oui, effectivement, il y a tellement de respect autour de ça qu'on est en train de faire la bonne chose. Là, je fais comme d'habitude, je parle encore trop. Juste mentionner aussi, vous savez, quand Thomas il dit si vous avez des demandes spéciales, et ça, c'est vrai. Par exemple, là, je peux laisser Caroline le mentionner, mais avant de laisser Caroline pour ce qui est des demandes spéciales, je vais juste vous montrer. Vous savez, on fait aussi même une empreinte de la main de la personne à la gouache. Et ça, c'est une vraie main d'un donneur. C'est Sarit au mois d'août 2015, où les familles, on propose aux familles, voulez-vous une empreinte de la main comme souvenir. Et depuis qu'on fait ça, on a demandé aux familles, acceptez-vous qu'on en prenne une pour nous. Et quand les familles acceptent, on les garde, puis on se fait une collection comme ça de personnes qui ont sauvé des vies. Puis on a notre collection, on a aussi à l'hôpital de mains comme ça, de traces de mains. Je vais laisser Caroline énumérer des autres choses qu'on peut faire aussi. Puis, je pense qu'il y a aussi un point que j'aimerais qu'on rectifie peut-être par rapport au film. Quand le médecin et Thomas se croisent dans le corridor et Thomas dit au médecin, la famille a accepté. Puis on voit le médecin taper dans les mains de Thomas. Je pense que, je sais pas si encore là, c'était le scénario qui voulait ça pour dire, c'est un beau geste. Mais on peut aussi l'interpréter d'une façon différente. Alors, moi, quand je l'ai regardé, ça m'a un petit peu heurté parce que on voit pas ce genre de choses là, dans la vraie vie non plus. C'est pas une célébration, c'est pas une victoire, c'est un geste d'altruisme, c'est un geste de don, c'est un geste de souffrance pour une famille, mais d'espoir pour une autre famille. Alors, c'est venu me chercher dans ce sens-là parce que je trouve que
il y a d'un côté un malheur, il y a un côté de la souffrance, puis de l'autre côté du bonheur et de l'espérance de vie. Mais notre travail, c'est pas de gagner ou de perdre, c'est de pouvoir offrir des choix et que les familles soient bien dans les choix qu'ils font et que le receveur, même s'il a la chance de pouvoir recevoir un organe, de pouvoir le recevoir. Mais je comprends que dans un scénario, je pense que ça devait être important de le souligner. Je ne sais pas comment vous voyez ça, Dr. Marcellet ou Mme Gauthier. Oui, en fait, exactement. Je l'ai perçu. Moi, quand j'ai vu cette célébration, c'est presque une célébration. C'est pas malveillant ou malsain en soi. Non. Par contre, ça nous laisse croire que le contraire aurait été répréhensible, que le contraire aurait et que ça aurait. Puis je pense qu'à un moment donné, le médecin a dit, ou je pense que c'est le médecin qui a dit, ou le jeune homme a dit, vous savez, ça pourrait sauver des vies. Quand il propose l'option du don d'organe, vous savez, ça va sauver des vies. Il faut faire attention parce que faut pas tenter ou laisser une culpabilisation, une culpabilité. On ne doit pas culpabiliser. Une famille, je pense qu'on n'a même pas le droit de les culpabiliser en disant, vous savez, si vous le faites, sauver des vies, si vous le faites pas, il y a des gens qui vont mourir. Et ça, je pense que je ne peux pas juger ça parce que je ne suis pas dans leur situation. Je ne sais pas comment moi je pourrais réagir si je perdais mon enfant comme ça. Alors, le contraire d'avoir accepté, c'est pas répréhensible. Il faut que ces familles-là arrivent à survivre à la mort de ce jeune homme-là, ce qui va être très difficile pour le restant de leur jour et pour sa petite sœur aussi. Donc, c'est ça. Je ne sais pas si tu as d'autres points à ajouter. Sinon, je vais te laisser enchaîner avec justement, on parle de l'infirmière ressource parce que c'est vital. Je pense que c'est ça qui est très important. Oui. Effectivement, le rôle de l'infirmière ressource qui était présenté par Thomas dans le film, et on l'a vu un peu là dans le court vidéo, qui était représenté par Maxime, qui est une infirmière ressource dans la vraie vie aussi. Le rôle de l'infirmière ressource, moi, je le décris souvent comme un phare dans la tempête parce que c'est un peu celle qui accompagne les familles, qui donne un peu de lumière et qui oriente, qui guide, qui accompagne. Alors, ce rôle est auprès des familles, c'est vraiment de pouvoir être présent, comme on a dit tantôt, là, quand le médecin fait la première annonce. Elle va répondre à tous les besoins que les familles ont. Elle va répondre à leurs questions. Elle va être là lors de la présence de l'annonce. Puis après, avoir reformulé ce qui a été dit par les médecins pour que les familles puissent comprendre, bien comprendre ce qui est en train de se passer. Elle va aussi offrir du soutien émotionnel, du soutien psychologique, puis à la limite, elle peut aussi référer à des organismes pour soutenir les familles dans ces situations-là. Puis on l'a vu aussi dans le film. Là, on demandait, Thomas demandait, qu'est-ce qu'il faisait, Simon, comment il vivait, est-ce qu'il avait déjà parlé du don d'organes. Donc, de voir un peu avec les familles, c'est quoi les volontés de l'être cher là, qui est en fin de vie ou qui pourrait peut-être devenir un donneur. Elles vont expliquer aussi c'est quoi les options de vie ou de fin de vie. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe actuellement? Alors, si on donne, qu'est-ce que ça fait? Mais si on donne pas, quelles sont les options? Donc, il y a beaucoup de respect, puis il y a beaucoup, énormément d'empathie qui se passe dans ces moments-là parce qu'on sait que c'est des moments qui sont souffrants, que c'est des moments qui sont difficiles pour chaque famille, qui sont en train de perdre leur être aimé. Elles vont donner beaucoup de temps pour la réflexion, elles vont donner des informations complémentaires, elles vont répondre à toutes les questions qui sont posées. Et puis, comme Dr. Marcellet l'a montré tantôt, on va offrir s'ils acceptent de faire le don. Puis même si on refuse ou peu importe, c'est de dire, est-ce que vous aimeriez garder un souvenir? Alors, les empreintes de main sont faites. Il y a des mèches de cheveux des fois on va donner aux familles. Puis toutes les volontés qui sont exprimées pour pouvoir aider aux donneurs à pouvoir partir avec humilité puis respect, on va le faire. Je me rappelle de certaines circonstances où il y a un fils qui a demandé s'il pouvait aller jouer de la guitare, dans le fond, pour les derniers moments de son être cher. Donc, toutes ces volontés-là, quand on est capable de les faire, on les accomplit parce que effectivement, c'est un baume sur ce qui est en train de se passer, sur un moment qui est tellement difficile. Puis c'est une opportunité de pouvoir laisser notre être cher partir avec un certain soulagement, tant pour la personne que pour la famille qui reste. L'infirmière ressource aussi, après que le don va être fait, elle va faire un suivi auprès des familles parce que ça ne s'arrête pas après le don. Donc, les familles ont quand même... ils vivent des choses, puis ils ont encore des questions. Donc, elles vont faire un suivi téléphonique pour offrir leur soutien, pour les référer si elles ont besoin. Donc, elles vont les accompagner.
Alors ça, c'est une des premières parties du rôle de l'infirmière ressource. Et l'infirmière ressource va aussi, lors du don, elle va être présente auprès du donneur. Donc, une fois que le consentement est donné par la famille, elle va collaborer avec les organismes qui font le processus de don, soit Transplant Québec ou Aimant Québec. Elles vont aussi travailler en interdisciplinarité pour le maintien du donneur avec l'équipe médicale, avec les infirmières au chevet. Elles vont aider pour la préparation de tous les examens qu'il y a à faire. Tantôt, en début de rencontre, on parlait des scans, des imageries médicales, des angios, des examens de laboratoire, diagnostics, etc. Et puis, elles vont aussi donner du soutien aux équipes, aux infirmières traitantes, qui des fois, les situations sont plus difficiles que d'autres. Donc, elles vont être présentes pour soutenir les infirmières, l'équipe qui est autour. Alors, elles sont présentes pour ça. Et un des derniers rôles qu'elles ont, c'est aussi de faire de la formation, d'être là pour éduquer, de sensibiliser tant les équipes professionnelles dans l'hôpital, mais aussi auprès de la population. Alors, elles participent là, à différents comités de dons d'organes dans l'hôpital au niveau des soins intensifs, de l'urgence. Elles font partie de différents comités par rapport à l'éthique. Donc, elles sont impliquées activement dans tout ce qui touche la cause du don d'organes dans notre hôpital, dans notre CIUS maintenant. Elles sont aussi... pour pouvoir, on dit souvent que pour pouvoir donner, il faut aussi être capable de recevoir. Donc, elle participe à différentes formations sur le don d'organes, sur l'accompagnement auprès des familles, sur l'équilibre, l'éthique et tout ça, pour pouvoir être capable d'avoir une meilleure approche, de pouvoir offrir un meilleur soutien aux familles, aux proches et aussi au personnel. Elles vont participer à différentes formations spécifiques par rapport à tout ça. Elles participent aussi annuellement à des cérémonies qu'on appelle la cérémonie des familles, où elles peuvent revoir les familles qui ont passé. En tout cas, c'est une grande cérémonie. Puis peut-être, Dr. Marcellet, vous y avez participé plus que moi, là, mais c'est une grande cérémonie qui se fait annuellement et où les familles se réunissent et les infirmières ressources vont à cette cérémonie-là pour célébrer, en tout cas, ou remémorer dans le... Oui, excusez, les patients qui sont décédés durant l'année. Oui, c'est très réconfortant de rencontrer l'infirmière qui souvent, on entend l'expression qu'ils disent leur ange gardien. Les familles appellent les infirmières ressources leur ange gardien. Donc c'est très touchant de voir ça. Ouais. Effectivement. Et puis, le dernier point où elles font beaucoup de travail, c'est de la sensibilisation. Alors, elles font de la formation, elles font des formations au niveau des infirmières quand elles arrivent aux soins intensifs ou à l'urgence, au niveau des médecins qui sont résidents, au niveau de la population. Et elles participent très activement à la Semaine nationale de sensibilisation du don d'organes et de tissus. Alors, chaque année, depuis, je dirais, plus de 13 ans, pandémie oblige, on n'en a pas fait l'an passé et cette année, c'est un petit peu plus difficile encore, mais chaque année, durant la semaine du don d'organes, on prend le temps d'honorer tout le travail qui est fait autour du don d'organes et de tissus. On prend le temps aussi d'honorer les familles qui, en plus d'avoir perdu un être aimé, ont fait le geste ultime d'accepter de consentir à la volonté du donneur ou de consentir que leurs proches deviennent un donneur. Puis de plus, nous prenons aussi le temps d'honorer et de célébrer la vie de ceux qui reçoivent des organes, comme en témoigne le petit vidéo qu'on a fait il y a quelques années, en 2015. Alors, Dr. Marcellet va partir la vidéo, puis au retour de la vidéo, Mme Danielle Gauthier va nous faire part de son témoignage sur ce qu'elle a vécu autour du don d'organes. Fait qu'on regarde ce petit vidéo, tout le monde ensemble. J'avais une grosse bédaine, j'avais de la misère à courir. J'avais trop mal au ventre pour aller à l'école. L'hôpital, c'est comme ma deuxième maison. Alors, si vous permettez, on va commencer. On a un programme très chargé. J'étais très proche de mourir. Tous mes organes étaient en train de s'éteindre. Je m'appelle Eliane Hogg, j'ai 14 ans et j'ai une greffe de foie à 1 mois. On était 3 frères qui avaient la même maladie. Puis les 3, on a été greffés par le docteur Lallier.
plus tarder, je vous présente Michel Lallier, qui est un chirurgien transplanteur en pédiatrie au CHU Sainte-Justine. Il y a toujours des nœuds papillons de couleurs. Des fois, il porte des Converse de différentes couleurs. Fait que son habillement, c'est vraiment différent. Encore une fois, Michel n'est pas au courant de rien. Fait que c'est sûr qu'il va pleurer, mais on a prévu des mouchoirs. Allô tout le monde! Je suis vraiment contente d'être là. Je pense que ça va être une journée frisson pour tout le monde. Nous aussi, on est contents. Fait que la conférence est commencée, alors bientôt, on va commencer à faire descendre le monde en bas. On croise des gens formidables dans le milieu à tous les jours. Cet homme-là n'est pas juste un transplanteur. Il est proche de ses patients, il aime ses patients. Il est accessible pour tout le monde. Bon, je vous interromps maintenant, parce que vous parlez énormément. Bonjour, je suis Ariane Moffat. Je suis accompagnée de Noémie, qui a été greffée à l'âge de 6 mois. Et elle m'a dit derrière qu'elle voulait vous remercier d'avoir interrompu vos vacances pour venir faire la greffe. Il y a aussi Eliane Hogg qui voudrait vous parler. Grâce à vous, maintenant, je fais du sport, puis je fais du théâtre, et je vis une vie normale. Puis merci beaucoup de m'avoir donné la vie. Merci. Sans le don d'organes, je serais pas là. Si j'aurais pas eu mes reins, puis je serais capote. Puis je peux vivre, puis je peux en profiter maintenant. Là. Je peux manger n'importe quoi, je peux jouer avec mes amis tout le temps. J'aime tellement ça, là, c'est vraiment amusant. Est-ce que tu veux dire quelque chose à ton docteur? Il y en avait que ça faisait une éternité que j'avais pas vu. Ah non, écoute, c'était fantastique. C'était un plaisir qui est incommensurable. Non, je suis plus malade. Ben, j'ai un petit bobo au genou. Moi, je suis bien, puis la semaine passée, j'ai fait du 4 roues. Je pète la forme. Grâce à vous, je vais pouvoir donner la vie à un petit garçon au mois de juillet. Nous attribuons le titre de prodigieux protecteur des dons d'organes. C'est l'ange médecin qui redonne des ailes. Le don d'organes, c'est merveilleux, mais ce qui m'a interpellée dans la mission du docteur Marcelet, c'est l'idée que derrière chaque don, il y a la perte d'un être cher. Il y a des familles qui doivent s'engager dans un processus très douloureux. J'ai envie de mettre en lumière ce courage-là, d'honorer le don et de les soutenir. Moi, j'ai eu la chance que quelqu'un donne ses organes. C'est magique comment vous pouvez changer la vie de quelqu'un. C'est fou, là. Le don d'organes, c'est la vie. C'est la plus belle chose qui peut arriver à quelqu'un qui est malade. C'est le bonheur, c'est tout. Ça change pas seulement la vie de la personne qui a été greffée, celui de sa famille, de ses amis, de son entourage. Un merci énorme de m'avoir sauvé la vie. Merci. 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 Ma mission est d'honorer et supporter les familles de donneurs, parce que sans leur générosité, toute cette magie n'est pas possible. C'est pour ça que je suis ici, pour que vous sachiez, que vous ressentiez l'importance du don d'organes. Notre histoire est assez simple. Une famille de Laval, 3 enfants, papa, maman, belle famille avec pas de problème particulier, la vie de tous les jours. Bon. Et trois filles magnifiques, bardées de diplômes, avec une bonne tête sur ses épaules. Et la plus jeune, Alexandra, qui venait tout juste de terminer ses études, elle était BCBA, pour ceux qui connaissent, c'est Board Certified Behavior Analyst. Elle travaillait auprès des enfants autistes. Et sa nouvelle passion, c'était l'équitation. Donc, elle prenait des cours d'équitation depuis quelques mois. Et un jour, le 15 février 2018, on a eu un appel à la maison comme quoi il est arrivé un accident. Et donc, évidemment, on s'est rendu vite sur les lieux, mais elle était déjà transférée à l'hôpital régional. Alors, on est allé là, c'était à la chute. Elle était très instable. On a passé quelques heures là-bas, tellement instable qu'elle était difficile à transporter, mais bon, finalement, elle a été transportée un peu plus tard à Sacré-Cœur. C'était une soirée de verglas. On était escortés par la police pour que
qu'il n'arrive pas d'accident par-dessus le drame, parce que ça aurait été bien ridicule. Et donc, rendu à Sacré-Cœur, c'est sûr qu'entre-temps, on savait qu'elle était inconsciente, on savait pas l'ampleur des dégâts. À ce moment-là, tu es dans une situation où tu essaies de faire des deals. Tu sais, tout te passe par la tête. Mon mari conduisait, puis on se disait non, ça se peut pas, voyons donc, ça n'a pas d'allure. Bref, rendu à Sacré-Cœur, tout de suite, elle est montée aux soins intensifs. Et là, évidemment, on a appelé ses sœurs. Elles sont venues nous rejoindre avec leurs conjoints respectifs et de la famille proche. Écoutez, en dedans de quelques heures, on était 25 aux soins intensifs. Et les médecins, écoutez, étaient branchés de partout. Ils sont même allés chercher des appareils dans d'autres hôpitaux pour être sûrs qu'elle manque de rien, puis pour faire en sorte que le maximum soit tenté. Mais malheureusement, il n'y a rien qui fonctionnait. Elle était en mort cérébrale. C'est sûr qu'au début, tout ce processus-là, on est arrivé un jeudi soir à Sacré-Cœur. Rendu au vendredi après-midi, là, on commençait à comprendre qu'il n'y avait pas beaucoup d'espoir, que son cerveau était ni plus ni moins que non fonctionnel. Et donc, il n'y avait pas beaucoup de possibilités. Fait que ça, c'est une période, c'était la pire période parce qu'il n'y avait pas de... C'est comme si on t'enlève le tapis dans dessous des pieds et tu tombes dans la chute libre. C'est vraiment... Là, tu réponds plus à rien, tu comprends plus grand-chose. C'est vraiment assez troublant. On avait beaucoup de gens autour de nous. Heureusement, ça nous a tenus. Et vers 3 heures, le vendredi après-midi, ils nous ont demandé très, très délicatement si on voulait la débrancher. C'était à nous de choisir. Alors, ça aurait pu être dans 1 mois, dans 1 an, dans 2 jours. C'était vraiment notre choix. On en a parlé en petit groupe là, avec la famille intime et on a décidé de débrancher à 6 heures ce soir-là. Alexandra était une fille magnifique, très, très en santé, très sportive et jamais elle n'aurait voulu rester dans un lit branché de partout avec aucune chance de guérison ou de qualité de vie de quel que ce soit. Donc, on a décidé qu'à 6 heures, c'était ça. Puis à 6 heures moins 5, l'intensiviste en chef à ce moment-là est venu nous voir en disant « Écoutez, on voudrait parler à la famille immédiate. » Mais là, il fallait aller d'une autre salle parce qu'on était trop nombreux. Donc, rendu à l'autre salle, là, lui est accompagné de Dr. Colin Verdun, qui a travaillé fort pour ça, et de l'infirmière ressource qui était là, il y a une ligne très gentille. Et ils nous ont parlé de la possibilité de faire un don d'organes. Quand Alexandra est décédée, en fait, l'accident qu'elle a subi, c'est que le toit de la structure dans laquelle elle était sur son cheval, le toit y est tombé dessus, avec 2 tonnes de glace et de neige et toute la structure en acier. Bon, ça, ce qui fait que son corps a été écrasé à partir de la cage thoracique jusqu'au bas du corps. Donc, il y avait une possibilité de faire peut-être un don d'organes de son cœur et de ses poumons. Les reins n'étaient pas certains, puis tout ce qui concernait plus bas, les intestins, tout ça, c'était pas possible parce que c'était complètement détruit. Donc, puis quand ils ont offert la possibilité de faire un don d'organes d'une façon très, très délicate, puis je reviens là-dessus, il y a eu beaucoup de temps. Là. Il y a eu une journée entre le moment où on a commencé à comprendre que c'était vraiment... je dis une journée, pas tout à fait. 3/4 de journée, mettons. Mais c'était pas bing bang comme dans le film. Dans la vraie vie, il faut prendre le temps et ça, c'est hyper important. Et donc, quand on s'est fait offrir la possibilité, Isabelle, sa sœur, celle du milieu, s'est écriée enfin quelque chose de positif. Parce qu'on était dans le drame pur et dur, dans la noirceur totale. Il n'y avait aucune possibilité, il n'y avait plus rien de positif. Mais là, le don d'organes, c'était comme,
Et là, j'ai demandé aux filles, à ses sœurs, j'ai dit, non, avais-tu signé sa carte? Fait que là, ils ont dit oui. Bon, OK. Et c'est quelque chose qu'Alexandra, elle était le genre de fille, elle ramassait tout le temps. S'il y avait un chien errant dans le coin, elle le ramassait, elle l'amenait chez nous, elle ramassait des écureuils, toutes les bébites qui existent. Alors, on s'est dit, tiens, ça serait dans ses cordes, c'est quelque chose qu'elle apprécierait, je crois. Fait qu'on a dit oui. Et là, c'est enclenché tout un processus qui a duré 6 jours. 5 jours, pardon. Vous m'excuserez parce que les délais et le temps, quand on est là-dedans, puis ça fait 3 ans et demi, là, mais quand on est dedans, on perd complètement la notion du temps. Et puis on dit des bêtises parce qu'on est en choc post-trauma, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Bref, c'est ça. Alors là, le processus s'est activé pour récupérer. En fait, son cœur est en très, très bonne forme. Ses poumons étaient infectés parce qu'elle avait aspiré de quelque chose qu'elle n'avait pas d'affaire à aspirer. Donc, il y avait de l'infection là-dedans. Il fallait qu'ils essaient de rétablir ses poumons pour être capables de les greffer. Et ça a pris 5 jours supplémentaires. Et l'avant-dernière journée, elle était à Québec. Fait que là, c'est toujours l'infirmière ressource qui nous appelait 1 fois ou 2 par jour pour nous donner des nouvelles, voir comment ça allait, les tests, quels étaient les organes qui étaient compatibles avec un don d'organes. Et puis là, quand ils nous ont dit être à Québec, j'ai dit, ben là, elle aimait les voyages, mais bon, c'était un peu ridicule. Bref, à Québec, c'est les tissus mous qui ont été récupérés, les os, la peau, les cornets, tout ça, les valves. Et puis par la suite, on a été capable d'enfin entamer notre deuil, d'entamer les rituels qu'on fait lorsque quelqu'un décède. Ça a pris du temps, c'était très, très long, mais quand on a eu une lettre de la dame qui a reçu son cœur, ça valait la peine. Et voilà. Par la suite, on a appris l'existence de la mission de Dr Marsollet. La mission aide les familles qui sont en processus de don d'organes. Nous, on était de la région de Montréal, donc c'était pas un problème. On n'avait pas besoin d'être hébergés. Mais il y a des familles qui ont besoin d'aide. Et quand j'ai appris à travers notre fille Stéphanie, la plus vieille, elle s'est vraiment impliquée rapidement. Moi, ça a pris une couple de mois avant que je puisse le faire, mais je suis très contente de le faire parce que j'ai l'impression de servir à quelque chose. Ça me permet de penser qu'en faisant un peu de sensibilisation, ça donne un peu de courage aux médecins et au personnel infirmier dans les hôpitaux de ne pas hésiter à faire en sorte de faire connaître la possibilité d'un don d'organes. Je comprends que c'est difficile d'aborder des familles qui sont en souffrance terrible, mais la souffrance qu'on vivait avant était pire que celle qu'on a vécue une fois qu'on a donné notre consentement au don d'organes. Et c'est pour ça que je vous parle de ça ce soir. Je pense que c'est ça. Fait que la mission permet d'épauler un peu puis de sensibiliser et ça aide grandement. Ça n'enlève pas. C'est sûr que toutes ces actions-là et le don d'organes n'enlèvent pas la peine, mais ça rend la douleur un peu moins absurde. Et c'est cela. Merci. Merci. Merci infiniment pour votre témoignage, Madame Gauthier. Je pense que, en fait, moi, j'ai été très, très touchée de votre témoignage et je pense que ça a touché beaucoup de personnes qui nous écoutent ce soir. Et vous le faites très bien, votre devoir de sensibilisation que vous vous êtes donné à vous-même. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous le faites très bien. Merci. Doucement, on va passer donc dans les questions. Il y a quelques personnes qui sont assez curieux du processus, mais qui sont aussi curieux donc de qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils peuvent ne pas faire. Il y a Nicole Viau ici qui demande « Qu'en est-il des dons d'organes provenant d'un patient qui a demandé ou qui a reçu l'aide médicale à mourir? »
Oui. Monsieur Dr. Riopel, Dr. Marcelet, pardon. Allez-y. Excusez-moi. En fait, je passais vite là-dessus tantôt, mais je parlais avant que la mort cérébrale survienne, on avait commencé à faire la transplantation dans les années 60, mais ce n'était possible qu'après le décès du cœur, l'arrêt, la mort conventionnelle. Mais l'aide médicale à mourir, ces gens-là ont tous leurs moyens, alors il n'y a pas de mort cérébrale. Après l'arrêt du cœur, depuis que justement le don après décès cardio-circulatoire a été redébuté au Québec, ben c'est la même chose, autrement dit. Et même c'est un don d'organes encore mieux que celui qu'on faisait avant l'aide médicale à mourir, parce que l'aide médicale à mourir, c'est garanti. Vous savez, quand on débranche nos machines, ça peut prendre des heures, puis il peut y avoir quand même des organes qui vont se détériorer, alors que l'aide médicale à mourir, c'est instantané. Alors oui, ça se fait. Ça a été commencé depuis le début, puis je peux vous dire que ces dernières années, là, depuis 2-3 ans, c'est de plus en plus populaire. Il y a de plus en plus de gens qui sont au courant que ça peut se faire, et ça se fait de plus en plus. Ça fait. Super. Merci beaucoup de cette clarification. Et vous en avez glissé mot rapidement, Madame Riopel. Vous avez parlé un peu de la pandémie, puis que il y a quelques petites célébrations ou commémorations qui se faisaient plus trop à cause de la pandémie. Donc, je vais vous poser cette question-là. Il dit, de quelle manière est-ce que justement la pandémie a affecté les dons d'organes au Québec? Si vous avez des éléments de réponse, on pourra passer à Dr. Marcelet aussi. Ben, je vous dirais que l'an passé, à ce temps-ci de l'année, il n'y avait plus personne qui circulait sur les routes. Donc, il y a eu beaucoup moins d'accidents de la route. Donc, il y a eu, et puis évidemment, là, moins d'accidents, moins de blessés. Il n'y avait plus de patients traumatisés ou presque plus dans nos hôpitaux. On recevait que des patients là, atteints de la COVID ou presque. Donc, et le don d'organes a fait un bond vers le bas assez drastique l'an passé. À cause de la pandémie, je pense que le Québec s'est mis en pause, puis ça a vraiment eu un impact sur tout. Là. Mais dès que le Québec s'est réouvert à partir du mois de juin, le don d'organes a recommencé. On en a fait quelques-uns, là, mais pas beaucoup, mais durant l'été, ça a vraiment repris. Donc, c'est sûr que c'est une année de pandémie où tout est bouleversé. D'avoir les familles, c'est plus difficile de pouvoir venir à l'hôpital pendant la COVID. Il y a eu tout ce chamboulement-là qui a fait en sorte que le don d'organes a été plus difficile à faire. Alors, c'est un peu ça qui s'est passé durant la dernière année. Puis même si tantôt je mentionnais que en fait les médecins sont hésitants à proposer l'option de don d'organes, et la pandémie a, je pense, exacerbé ça. Les médecins, sachant que tout le système est surchargé et que le personnel, on entend tous les jours, les infirmières sont épuisées, tout le monde est épuisé. Alors, c'est comme si ça, c'était une raison supplémentaire pour éviter de proposer l'option. Alors, ça a créé cet effet-là qui a nuit au don d'organes depuis que la pandémie a commencé. C'est pas évident, effectivement, comme situation pour n'importe quel programme. En fait, on entend parler de délestage aussi dans les hôpitaux. Donc, je peux l'imaginer qu'effectivement, le don d'organes aussi, ça a été impacté. J'ai une question ici d'une personne. Vous l'avez mentionné, Madame Gauthier, lors de votre témoignage, que votre fille, elle avait signé l'endo de sa carte. Mais il y a une personne ici qui demande, est-ce que la famille peut donner son accord même si le défunt n'a pas signé l'endo de sa carte, donc si la famille ne connaît pas les volontés de la personne? Peut-être Dr. Marcelet, si vous avez des éléments de réponse. Oui, tout à fait. En fait, vous savez que la signature de la carte, c'est pas nécessaire. C'est une information utile. Utile lorsqu'une famille doute ou lorsqu'une famille ne sait pas, s'ils sont moins au courant de... moi, il y a des gens qui vont me dire, par exemple, il n'a pas signé sa carte, mais c'est sûr que c'est ça qu'il voulait faire, ou bien on en a parlé, ou bien on n'en a jamais parlé, mais c'est certain, tantôt Daniel a dit, connaissant Alexandra, c'est sûr qu'elle aurait souhaité ça, même si elle n'avait pas signé sa carte, ou si on n'avait pas trouvé sa carte. Donc, c'est pas une obligation, ça fait pas partie des règles nécessaires pour... Donc, les façons de consentir au don d'organes, surtout de donner une information utile pour les familles et les professionnels, c'est la carte, bien entendu,
c'est le registre de la Chambre des notaires du Québec. Si vous faites un mandat en cas d'inaptitude ou vous faites un testament, le notaire va vous le proposer. Et ce registre-là, si par exemple on trouve pas la carte, nous, on peut contacter le registre de la Chambre des notaires et savoir votre position et informer la famille de votre souhait. Puis il y a aussi la carte d'assurance maladie maintenant, où quand on renouvelle notre carte, il y a un registre aussi à ce niveau-là. Mais le plus important, c'est d'en parler à votre famille pour que ceux qui vont vous survivre puissent être confortables avec cette prise de décision-là. Et d'ailleurs, quand la question nous a été, quand on nous a proposé de faire un don des organes de notre fille, on étant la famille proche, là, donc mon mari et moi, ses sœurs et les conjoints, nous avons décidé ensemble. Il n'était pas... oui, elle avait sa carte, elle l'avait signée, mais c'était presque accessoire. C'était plus pour nous rassurer, nous, mais c'est nous qui décidions. Elle avait 26 ans, donc son testament n'était pas fait. Elle n'avait pas pensé à faire ça chez le notaire, comme la plupart des jeunes de 26 ans de nos jours. Voilà. Effectivement. Donc, on parle de ce geste altruiste du donneur. On parle aussi dans les questions ici du receveur, donc la personne qui reçoit un organe. Il y a des questions peut-être un peu plus techniques ou bien du style de vie ou de la qualité de vie d'une personne qui reçoit un organe ou des tissus. Une personne qui pose la question, le receveur doit-il prendre des médicaments à vie pour éviter le rejet d'une greffe? J'imagine que ça doit dépendre du type de greffe, mais Madame Riopel, avez-vous des éléments de réponse? Je pense que je vais laisser plus Dr Marcellet répondre à cette question-là parce que c'est beaucoup plus médical que... Allez-y. Oui, pour les organes, cœur, poumon, foie, rein, pancréas, intestin, oui, c'est des anti-rejets à vie, mais pour ces gens-là, c'est un détail parce que en fait, c'est presque rien par rapport à ce qu'ils devaient prendre avant. Et je peux vous dire que, comme tantôt vous avez introduit votre question en parlant de qualité de vie, moi, j'ai des gens, là, j'ai un bassin de personnes qui font des témoignages et des interventions comme ce soir, là. Il y en a une jeune fille, là, elle était greffée du foie très, très jeune. Et au sport, elle gagnait des médailles, pas avec les jeux spéciaux, là. Elle gagnait des médailles d'or parmi les jeux normaux et était plus performante que sa sœur qui a pas été greffée. Donc, oui, ça fonctionne très, très bien. C'est pas une qualité de vie misérable. Tantôt, dans la vidéo, on a vu là la dame qui a dit « Grâce à vous, je vais donner naissance ». Mais cette femme-là a été greffée. Elle est enceinte. Elle était pour accoucher d'un enfant. Alors, la qualité de vie, elle est excellente. Là. Puis plus ça va aller, puis ça va même aller en s'améliorant avec les améliorations de la médecine. Donc, vous le mentionnez un peu, ça va aller en s'améliorant avec l'amélioration de la médecine. Oui. Il y a une personne qui est quand même, c'est Jean Fréchette ici, qui pose une question un peu dans cette même veine-là, là, de l'amélioration, mais on parle d'espérance de vie parce que je pense que on y pense aussi lorsqu'on se fait greffer. Est-ce qu'on a une espérance de vie qui est semblable à n'importe quelle autre personne ou bien il y a encore des améliorations à faire de ce côté-là? Je dirais qu'il y a encore des améliorations à faire de ce côté-là parce que, dépendant de l'organe, la qualité de pronostic et la longévité est différente. Par exemple, un foie, moi, je vois pas de limite. Donc, ça, puis une anecdote qui vaut la peine d'être mentionnée, Audrey Deschenaux, à 18 ans, elle a reçu, parce que c'était le seul foie qui était disponible à ce moment-là, elle était pour mourir et elle a reçu, heureusement, un foie d'une personne de 88 ans. Ça fait plus de 15 ans de ça. Son foie est passé 100 ans et elle est en pleine forme et elle fait du jogging. Donc ça donne une excellente qualité de vie. Les reins, à l'état actuel de la médecine, un rein va survivre en moyenne une quinzaine d'années. Donc, une personne qui est jeune aura certainement besoin d'une deuxième greffe rénale. Mais là, c'est à rebours la situation depuis 15 ans jusqu'à maintenant. Mais comme tout s'améliore, il est possible que ce qu'on sait maintenant ne sera déjà plus vrai dans 5 à 10 ans, etc. Il y a une énorme amélioration de la survie des gens qui ont reçu des poumons depuis 10-15 ans. Ce qui fait que s'il y a 10-15 ans, on disait c'est 8 à 10 ans, déjà on est en train de pousser ça plus loin. Et c'est à force d'améliorer tous nos anti-rejets puis nos façons de contrôler le rejet de ces organes-là qu'on arrive à améliorer la longévité. Mais les qualités de vie, une autre anecdote, parce que vous comprenez, je parle beaucoup, là. Tantôt, on a vu, grâce à vous, je peux pouvoir faire du sport et tout. La jeune femme qui s'appelle Eliane Hogg, c'était la plus jeune greffée au Canada
docteur Lallier, revenait de sa formation en surspécialité d'Europe et il a opéré cette jeune fille-là. Ce bébé-là, elle avait 1 mois. Et aujourd'hui, elle est rendue à 18 ans. Puis je lui ai parlé la semaine dernière, elle est au cégep, elle est en pleine forme. Alors, puis elle est partie pour la vie, là, pour longtemps et peut-être plus en forme que vous et moi. C'est superbe, je pense, d'entendre des témoignages comme ça, puis de voir cette vidéo-là. Moi, en tout cas, j'avais la larme à l'œil parce que justement, on se rend compte à quel point ça fait une grande différence dans la vie de plusieurs personnes. Un seul don, qu'est-ce que ça peut faire dans la vie d'une personne. Et justement, Madame Gauthier, donc vous avez parlé d'avoir reçu la lettre d'une personne qui a reçu le cœur de votre fille. Oui. Est-ce que vous pouvez peut-être nous reparler un peu plus en détail de ce moment-là que vous avez vécu? Étiez-vous entouré? Oui. Ben oui, quand on a reçu la lettre, on l'a lu en famille. Et évidemment, c'est très anonyme parce que tout passe à travers Transplant Québec de façon à garder l'anonymité des deux côtés. On avait, nous, envoyé une lettre de prime abord, autant la personne qui a reçu son cœur que la personne qui a reçu ses poumons. On n'a jamais eu de nouvelles de la personne qui a reçu les poumons. Je me suis fait dire que c'est normal. Il y a à peu près la moitié des receveurs qui communiquent avec les donneurs. Ceux qui ne le font pas, c'est probablement par culpabilité. C'est une grosse charge émotive que de vivre avec les organes de quelqu'un qui est décédé. Donc, je comprends. Puis bon, on ne peut pas s'insurger contre ça, mais la dame qui a reçu son cœur nous expliquait comment elle en était rendue en fin de vie. Elle n'avait plus aucun espoir elle était vraiment dans les derniers jours de sa vie. Et là, son cœur est arrivé, puis maintenant, elle est en forme, elle fait très attention à sa santé, elle marche beaucoup, elle fait attention à son alimentation, elle profite des siens, elle est devenue grand-mère. Elle n'aurait jamais connu le petit enfant si ça n'avait pas été du cœur de notre fille. Fait que c'est ça. Ça fait toujours du bien. C'est toujours très, très émouvant. Au Canada, on garde l'anonymat. J'aimerais bien un jour la rencontrer, mais bon. C'est pour l'instant, ça nous satisfait beaucoup de savoir qu'elle est bien et que le cœur de notre fille bat en quelque part. Vraiment. Et pouvez-vous peut-être, Dr Marcellet ou Mme Riopel, nous éclairer un peu justement sur cet élément-là que vous dites, Mme Gauthier, qui est l'anonymat? Pourquoi est-ce que c'est important de garder cet anonymat-là? En fait, il y a des endroits, en France, on a vu que c'est la même chose aussi, c'est anonyme. Par exemple, aux États-Unis, les gens se rencontrent, ils peuvent connaître leur donneur, en fait, la famille du donneur et les receveurs. Et ça se fait assez bien. Ici, et puis je dois dire que je suis pas en désaccord avec ça, je suis plutôt d'accord. Les comités d'éthique appréhendent parfois une forme de pression ou vous savez, si par exemple je donne les organes de mon fils ou de ma fille et puis que j'appelle le receveur, peut-être que le receveur, parce que je le sais, parce que je le connais, peut-être que lui, comme dit Daniel, il vit une certaine culpabilité, puis peut-être que ça le rend triste. Et si je l'appelle le jour du décès de mon enfant ou à son anniversaire, à Pâques, à Noël, au jour de l'an, là, ça pourrait être perçu comme une forme de harcèlement, ou des gens pourraient ne pas nuancer et justement, ça pourrait avoir cet effet-là. C'est ce que les comités d'éthique appréhendent, puis c'est pour éviter ce genre de situation-là. Heureusement, c'est certainement rare, puisqu'aux États-Unis, ça se fait et ça semble bien se faire. C'est pas impossible que ça se modifie, que les règles changent au Québec et au Canada. Par contre, je sais très bien que si les gens cherchent, vous savez, au Québec, c'est tellement petit là, qu'avec les réseaux sociaux maintenant, les gens arrivent à se trouver. Là. Ils n'ont pas trop de difficulté à se trouver. Alors, c'est une question, moi, ce que je demande aux gens, c'est surtout de respecter cette réserve ou cette culpabilité-là ou cette tristesse-là du receveur qui pourrait, quelque part, sentir coupable d'avoir espéré avoir un organe, mais en espérant un organe, c'est comme si il se culpabilise en disant, j'ai espéré aussi en même temps le décès d'une personne. Très vrai. Si justement on regarde des personnes qui veulent
faire des dons. Ils veulent devenir donneurs. Mais on n'a pas tous, malheureusement, l'opportunité de le faire, soit à cause de certaines maladies ou peu importe. Donc, on en avait parlé un peu plus tôt, Dr Marcellet, avec les gens qui avaient certaines formes de cancer, etc. Donc, il y a une personne qui demande, est-ce que la présence d'un cancer hématologique, donc par exemple un lymphome, chez le décédé interdit le don de quelque tissu que ce soit, même les cornées? Oui, en fait, c'est l'exception. Tantôt, je mentionnais que même les cancers, pour justement éviter qu'on parte pour éliminer des donneurs qui sont faisables, mais l'exception, c'est que les gens qui ont un cancer solide, peuvent quand même donner les cornées, sauf les gens qui ont un cancer hématologique comme le lymphome ou la leucémie. Fait que cette personne-là savait très bien la question qu'elle posait, là, elle a raison. On ne peut pas le faire. Mieux vaut être certain. Donc, elle a effectivement sa réponse. J'ai 2 personnes ici qui posent sensiblement la même question, donc je vais la poser. C'est Josette Noël et Caro. Caro dit « Je suis française et je n'ai pas le droit de faire de don de sang à cause de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. » Je pense que je dis ça comme ça. Est-ce que je peux faire ma carte de donneuse d'organes quand même? Moi, je dirais que oui. Et puis, je vous explique. La maladie du Creutzfeldt-Jakob, c'est l'équivalent, par exemple, de la vache folle ou de la tremblante du mouton. Et pour le sang, vous savez, un don de sang, si vous ne recevez pas le sang d'une personne, mettons, à risque, entre guillemets, parce qu'il est théorique, mais vous pouvez quand même prendre le sang de l'autre personne à côté. Alors que l'organe, si vous n'avez pas l'organe qui est compatible, vous mourrez. Vous avez 100% des chances de mourir. Alors que les chances d'attraper une Creutzfeldt-Jakob, elles sont infimes. Alors, si on met ça dans la balance, le risque imputable à une personne qui pourrait avoir le Creutzfeldt-Jakob à transplanter un organe, c'est comme souhaiter gagner la loto, là. Donc oui, elle peut signer sa carte, elle peut donner et ses organes vont être acceptés avec plaisir, en espérant le plus tard possible. Oui, bien sûr. Donc, elle a sa réponse. En fait, les 2 personnes ont leur réponse. Donc, merci beaucoup de les avoir posées. Et je pense qu'on peut finir peut-être avec une dernière petite question. On avait parlé du consentement présumé qui existe donc dans d'autres endroits et comme c'est le cas en France et en Espagne, je pense. Donc, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de consentement présumé au Québec? En fait, on associe les succès de l'Espagne et de la France au consentement présumé. On se dit, là-bas, c'est consentement présumé. Et ça va bien, donc pourquoi ne faisons-nous pas comme eux, consentement présumé, et ça ira aussi bien. Ça, c'est de penser que, premièrement, c'est que le problème de sous-utilisation des donneurs d'organes au Québec est imputable à une question de consentement, alors que ce n'est pas le cas. Donc, c'est d'attribuer c'est de viser la mauvaise cible. Et l'autre chose qui est très importante à savoir, parce que les gens ont oublié ça, c'est qu'en Espagne, le consentement présumé a été instauré en 79. Et jusqu'en 89, l'Espagne ça avait donné aucun résultat. Et en 89, celui qui a révolutionné le don d'organes en Espagne, puis c'est lui qui est responsable de tous les succès depuis ces années-là, il s'appelle Rafael Matessans. Il a changé la structure organisationnelle des dons d'organes en Espagne. Et c'est ça qui a fait exploser l'Espagne dans le don d'organes. Et c'est pas le consentement présumé. En France, le consentement présumé est instauré en 76, même avant les Espagnols. Et jusque dans les années 2000, alors on avait même longtemps dépassé 89, mais la France était derrière le Québec. Et depuis ces 10-15 dernières années, la France a explosé et a devancé le Québec de loin. Encore là, ça n'a rien à voir avec le consentement présumé. Alors, je n'ai rien contre le consentement présumé, mais c'est pas la cible qu'on doit viser si on souhaite améliorer le don d'organes. Puis en même temps, on l'a vu là, en France, c'est consentement présumé. Le jeune homme, il n'y avait pas, on a vu, parce que les vrais locaux de l'Agence de biomédecine qu'on a vu on a vu avec le tableau quand il écrivait le numéro, il a vérifié, il a dit, il n'y a pas de refus. Donc, eux, ils avaient tout le droit, mettons, moral de dire, il n'y a pas refusé, donc on les prend. Mais malgré ça, on a vu qu'ils ont quand même demandé à la famille, et ils ont quand même attendu. Donc, c'était un exemple de consentement présumé, et on a demandé à la famille tout de même. Alors, ça revient toujours à la même chose, c'est que le consentement présumé n'est pas une nécessité. Là où il faut tabler, c'est sur l'accès aux ressources pour permettre ce don d'organes. Ça fait des longues réponses. Hein? Mais je pense que ça témoigne justement de votre
fougue, de votre passion aussi pour ça, puis que vous y pensez, bien sûr. Vous y pensez tous les jours, tout le temps. Donc, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci pour ces témoignages que vous nous avez livrés. Le temps file, nous devons conclure la soirée avec un mot de la fin. Dr Marcellet, Madame Riopel, Madame Gauthier, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'avoir pris le temps de répondre aux questions du public ce soir. Je vais céder la parole à Jérémy pour le mot de la fin. Merci beaucoup, Lindsay, et merci également au groupe couverture d'événements de l'Université de Montréal qui assurait la technique ce soir. Finalement, merci également à notre partenaire d'affinité TD Assurance qui nous aide à soutenir les activités du réseau. À vous tous pour votre participation également. Merci encore et une excellente soirée à vous tous. Merci. Au revoir. Au revoir.